Donc les vidéos, enfin les cours sont en ligne sur YouTube pour les autres, mais je sais que la vidéo est regardée. Donc je doute que ça a été regardé par des personnes extérieures au lycée, donc je pense qu'elle a été vue par l'autre groupe. Donc on s'était quitté, on avait fait l'introduction du cours et on avait parlé du libéralisme chez Locke. J'avais discuté cette partie si je ne m'abuse. Et maintenant il faut qu'on avance dans la philosophie libérale. Donc on a 2 heures, on va peut-être cette heure-ci finir le 1.1 et peut-être faire la moitié du 1.2. Ce sera pas mal, on aura déjà pas mal avancé. Alors rappelez-vous, la question c'est la légitimité de l'exercice du pouvoir politique par l'État. On a vu la thèse de John Locke. Pour John Locke, dès que l'État rentre en contradiction avec la liberté individuelle, alors il n'est pas légitime d'exercer un pouvoir oppressif, répressif ou coercitif sur les individus, parce que, bon, je ne vais pas refaire tout le raisonnement, la liberté est un droit naturel, donné par un Dieu, etc. etc., etc. Alors le problème de cette philosophie, qui est certes très séduisante, je ne dis pas le contraire, c'est que son fondement, une fois encore, c'est un fondement théologique, c'est-à-dire c'est Dieu. Et alors le problème qu'on a, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a un deuxième problème, c'est même si Dieu existe, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Locke dit, voilà, on met en place un état de droit, ok, une espèce de contrat social, ok, c'est bien, mais quelles sont les prérogatives de l'État finalement? Et cette question, la philosophie libérale y répond, et notamment le père le père, oui. Ce que les économistes considèrent comme le père de la science économique y répond. Le père de la science économique, c'est... Comment? Ah, quelqu'un fait SES ici? Personne? Ah, désolé, monsieur. Alors, qui est le père de la science économique? La main invisible? Vous pouvez dire les 2 premières lettres? Oui. Vous pouvez faire un On peut. C'est le prénom. Ouais. Adam. Ah, bien vu. Oh, tu l'as dit? Adam Smith? Il y en a qui seraient doués au chiffre lettres, franchement. J'en avais un. Il n'y en a pas un autre connu? Bon, il y en a plusieurs, mais on ne va pas s'infester l'esprit avec ces gens-là. Restons-en déjà à bien comprendre Adam Smith, ce sera pas mal. Adam Smith a écrit 2 ouvrages philosophiques principaux. Le premier qu'il a écrit, c'est la théorie des sentiments moraux. Pour Smith, c'était ça l'ouvrage le plus important. Et le second, qu'il a écrit 10 ans plus tard, c'est la richesse des nations. L'enquête sur les causes de la richesse des nations. Et la richesse des nations, c'est l'ouvrage qui a été le plus retenu par la théorie économique. C'est un ouvrage quand même très important. Alors, généralement, si vous étudiez les sciences économiques, vous vous rendrez compte, alors c'est peut-être pas vrai au lycée, mais ce sera vrai à l'université, que beaucoup d'économistes, la science démarre ici ou à peu près ici avec Smith. Pourquoi? Parce que les théoriciens de l'économie voient chez Adam Smith l'émergence de l'idée de la régulation de la société par le marché. C'est la fameuse parabole, l'histoire du boucher et de son client. Si vous allez chez votre boucher, c'est pour acheter de la viande, pas pour faire plaisir au boucher. Voilà. Si le boucher vous vend de la viande, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est pour s'enrichir. Le boucher se conduit de manière égoïste, vous conduisez de manière égoïste. Mais reste que grâce à la somme de vos égoïsmes, vous générez une situation qui est harmonieuse, vous créez de la richesse et de la satisfaction. La somme des égoïsmes conduit, par l'entremise d'une main invisible, à l'harmonie sociale. Alors, Smith ne dit pas ça. C'est ce que lui font dire les économistes. Et donc, on a vu, là, dans cette idée-là, l'idée selon laquelle le marché pouvait être une instance autorégulatrice. Parce que vous comprenez que si vous laissez les individus aller à leur égoïsme, alors ce sera le marché qui régulera leur interaction, et alors le marché parviendra à réaliser l'harmonie sociale. Alors, sauf qu'il n'y a pas ça chez Smith. Là, je tiens à le dire définitivement. Ce libéralisme-là n'existe pas chez Adam Smith. Ce n'est pas possible. Smith était contre les comportements égoïstes. Smith constate qu'il y a des comportements égoïstes
dans les échanges économiques. Mais Smith, dans la théorie des sentiments moraux, donne une éthique normative qui est fondée, là encore, si ce n'est sur la croyance en Dieu, sur la croyance en un spectateur impartial qui nous regarderait et nous devrions nous conformer à la volonté d'un spectateur impartial. Pas grand-chose à voir avec l'Église. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Adam Smith, le libéralisme. Alors, il faut essayer de reconstituer le propos dans l'époque. On est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on est au début de la révolution industrielle, et vous avez un certain nombre de théoriciens qui prennent parti pour la classe bourgeoise contre la classe aristocratique. Smith distingue trois catégories sociales et économiques dans la société. La première, ce sont les propriétaires terriens, c'est-à-dire les aristocrates, les nobles. Ce sont des gens qui, d'après Smith, sont des parasites. Pourquoi ce sont des parasites? Parce que ce sont des gens qui gagnent de l'argent sans travailler. Ils sont propriétaires de terre, ils louent leurs terres à des ouvriers, qu'ils paient souvent très très mal. Et rassurez-vous, ils sont quand même conduits par l'entremise d'une main invisible à leur verser un salaire suffisant pour qu'ils puissent subsister. Parce que si évidemment vous ne payez pas vos ouvriers assez pour survivre, vous ne survivez pas vous-même. Dites-vous bien que le propriétaire terrien, il ne sait pas cultiver la terre. Lui, ce qu'il sait faire, c'est jouer au polo, jouer au bridge et aller à la plage. Voilà. Bon, voilà. Mais il embauche, enfin, il loue ses terres, il embauche des ouvriers qui cultivent ses terres pour lui. Et c'est ainsi qu'il génère de l'argent. Deuxième classe, les industriels, ce sont ceux qui sont rémunérés par le capital, enfin par l'intérêt, par l'investissement. Donc eux, ce sont les entrepreneurs qui travaillent, qui prennent des risques, dans la vision d'Adam Smith, bien sûr. Hein. Et enfin, donc les gens qui n'ont ni terre ni argent, c'est-à-dire tous les autres. Donc eux qui gagnent de l'argent juste avec leur travail. Smith, ce qu'il veut faire, c'est défendre les libertés de ceux qui gagnent de l'argent en produisant quelque chose, c'est-à-dire pas les propriétaires terriens. Le problème, c'est que les propriétaires terriens, c'est-à-dire l'aristocratie, a un pouvoir politique. Donc il ne faut pas non plus déconnecter la pensée de Smith de cette espèce de rejet de l'aristocratie britannique, de cette volonté d'instaurer un régime politique dans lequel ces gens-là n'ont plus ou n'ont que très peu de pouvoir. Bon, une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux la pensée d'Adam Smith. Bon, alors Smith, en bon libéral, veut défendre les libertés individuelles, ça on l'a compris. C'est lié aussi à sa conception morale, bon, ça c'est pas tellement important ici. Maintenant, concrètement, comment on fait? Alors, Smith véhicule une idée, se demande quelles devraient être normalement, enfin, pour que ça fonctionne, pour que les libertés individuelles soient garanties, quelles devraient être les prérogatives de l'État. Et Smith leur donne à l'État trois fonctions principales. Bon, la plus importante, oui, allez-y. La plus importante de ces fonctions, eh bien, c'est d'assurer la sécurité intérieure et extérieure. Donc, le rôle de l'État, c'est de garantir la police et l'armée. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de sécurité intérieure et extérieure, il ne peut y avoir de liberté. Vous n'êtes pas libre dans un monde dans lequel vous êtes sans arrêt menacé de vous faire couper la gorge. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas libre. Ensuite, l'État doit prendre en charge les gens, enfin, à minima en tout cas, les gens qui sont très malades, qui sont très pauvres. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un sou, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas libre non plus, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et enfin, l'État doit aussi prendre en charge, au moins à minima, l'éducation. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas éduqué, vous ne comprenez rien à ce qui vous arrive, vous êtes à peu près aussi éclairé qu'un âne qui se balade dans un champ, si vous voulez. Et donc l'âne, l'âne vous lui dites assis, il s'assoit, debout, il s'assoit, au galop, il galope, au trot, il trotte, et il ne réfléchit pas, hein, voilà, il n'est pas libre. Voilà. Enfin, l'idée c'est que nous non plus, si nous ne sommes pas éduqués, nous ne sommes pas libres. D'ailleurs, cette préoccupation inhérente à la liberté individuelle, qui est liée justement à la possibilité d'être éduqué, entre en contradiction avec d'autres idées de Smith, il le remarque lui-même. Smith, je vous l'ai dit, était favorable à la révolution industrielle, et dans le premier chapitre du livre 5 de la richesse des nations, il aborde la question de la division du travail. Alors la division du travail, c'est quoi? C'est le fait que chaque individu, au lieu de prendre en charge la totalité du processus de production, ne prenne en charge qu'une infime partie. Bon. Et Smith donne un exemple qui est l'exemple d'une manufacture d'épingles. Imaginez que vous regroupez une vingtaine de personnes, nous ici dans la classe, voilà. Et puis
on se dit, allez, fabriquons des épingles. Alors chacun dans son coin, on fabrique une épingle de A à Z. Alors Smith dit, si vous faites ça, par jour, vous allez en fabriquer une dizaine chacun dans le meilleur des cas. Et maintenant, imaginez que vous avez un appareil productif et que chacun d'entre nous eh bien, s'attelle à une tâche très spécifique, découper du métal, souder, plier, je ne sais quoi, enfin, qui consiste à fabriquer une épingle. Eh bien, Smith, avec des observations empiriques à l'appui, Smith remarque que si on fait ça, on passe d'une centaine d'épingles fabriquées par une vingtaine de personnes, entre 100 et 200, à plutôt 80 000 épingles par jour. Donc il y a des énormes gains de productivité. Et ça c'est cool parce que plus on produit, plus on s'enrichit, plus on s'enrichit, plus on vit dans le confort, et donc là c'est plutôt bien pour la société de s'enrichir. Sauf que, remarque Smith, le problème qu'il y a avec ça, c'est que les gens qui travaillent dans les manufactures, ne faisant toujours, encore et toujours que la même chose, deviennent complètement abrutis, si vous voulez. Ils deviennent serviles. Leur corps et leur esprit est accaparé par cette tâche unique et répétitive qui ne les encourage pas à réfléchir. Et Smith voit déjà là une espèce de menace pour ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, mais une menace en tout cas pour la liberté politique. Parce que vous comprenez que si vous êtes complètement abruti par ce que vous faites, vous êtes un petit peu, vous savez, comme l'âne dont on parlait tout à l'heure. Vous n'êtes plus capable de réfléchir à ce qui vous arrive, vous n'êtes plus capable de consentir librement à des décisions politiques, ni de prendre part vous-même à des décisions politiques. Là, pour prendre des décisions politiques, il faut comprendre quels sont les problèmes de la cité. Si vous n'avez aucune connaissance de ces problèmes, si vous ne savez pas comment les traiter, si vous n'avez aucune connaissance de culture, rien du tout, comment pouvez-vous être libre? C'est impossible. Donc, Smith voit déjà qu'il y a là une espèce de menace. D'ailleurs, si on faisait une parenthèse, c'est un peu le rôle de l'école de la République, de sortir tout le monde, en fait, d'une ignorance de principe pour les amener vers un état de connaissance de principe aussi. Bon, je ne sais pas si ça marche très bien, mais en tout cas, c'est le vœu pieux qui est fait par l'éducation nationale. Il faut bien comprendre que s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de liberté. Il y a quelqu'un qui... si vous regardez les anges de la télé-réalité ou les Marseillais à Djibouti, et vous verrez des gens qui ne sont pas libres. Voilà. Concrètement, oh là là, ça, je vais vomir. Oui. Oui, allez-y, oui. Ah oui, mademoiselle doit aller à l'infirmerie, est-ce que quelqu'un peut l'accompagner, s'il vous plaît? Un délégué ou une déléguée? Qui est délégué ici? Vous êtes la déléguée? Très bien. Allez-y, mademoiselle. Vous êtes toutes désignées pour accomplir cette tâche. Alors, revenez avec un mot, s'il vous plaît. C'est bien que mademoiselle a été à l'infirmerie. Vous ne prenez pas vos affaires? Je prends aussi. D'accord. Je crois qu'elle a dit qu'elle était désolée. Oui, je vous en prie, jetez-moi ça à la poubelle. Elle savait pas que vous aviez cours. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Jetez-moi ça à la poubelle. Allez, nous allons noter... Ah oui, alors, dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on note. En fait, cette conception de l'État, qui est limitée essentiellement à la sécurité et aussi à l'éducation et à la santé, il porte un nom aujourd'hui, on appelle ça aujourd'hui de manière anachronique, Smith ne parle pas de ça, on en parle bien de manière anachronique, j'insiste, on appelle ça l'État gendarme. C'est un État qui a pour fonction de garantir le fonctionnement de la société et les libertés individuelles, de ne pas entraver la liberté. Vous voyez bien que dans la vision de Smith, l'État n'intervient pas dans l'économie, il n'intervient pas dans la société, il ne fait même pas de loi. Très peu. Bon, allez, on note, à la ligne. Dans la richesse des nations, Adam Smith, ou Smith tout court, trace les contours de ce que nous appelons aujourd'hui l'État gendarme. Bon, dans la richesse des nations, Adam Smith trace trace les contours de ce que nous appelons aujourd'hui l'État gendarme. Oui, les contours, oui. De ce que nous appelons aujourd'hui l'État gendarme. C'est marrant ce qui vient de se passer parce que quand j'étais en deuxième et troisième année à la fac, il y avait un prof de philo qui dictait son cours mais à la vitesse de l'éclair.
Alors là, imaginez, j'ai dit que cette phrase-là. Et puis si quelqu'un était perdu, alors il disait un peu comme vous, les contours. Alors il répondait systématiquement, oui, oui, c'est ça, les contours. Puis il continuait. En fait, il fallait lui demander juste de répéter la phrase. Mais là, en fait, j'ai même pas compris que vous me demandiez la suite de la phrase. Bref, excusez-moi, ça n'avait aucun intérêt. Donc l'État gendarme, non. Point. L'État doit assurer des tâches minimales. L'État doit assurer des tâches minimales, donc tâches avec un accent circonflexe, des tâches minimales, afin, vous l'avez compris, afin de garantir les libertés individuelles. Donc il y a une intervention de l'État. L'État joue un rôle. L'État joue un rôle, mais le but de son action, c'est justement de s'effacer. Donc afin de garantir les libertés individuelles. Point. Il doit être en charge, petit 1, de la sécurité intérieure et extérieure. Il doit être en charge, petit 1, de la sécurité intérieure et extérieure, police, armée. Il doit être en charge de la sécurité intérieure et extérieure, police et armée. Virgule, petit 2, de services de santé et d'aide aux pauvres. D'un service de santé et d'aide, on pourrait dire aux indigents, hein, d'aide aux pauvres. Oui, donc d'un service de santé et d'aide aux pauvres. Et petit 3, d'un service d'éducation minimal. Là, plutôt. Merci. Là, oui, ça c'est bien. D'un service d'éducation minimal. Merci beaucoup, mademoiselle. Point. On a écrit très peu, soyez rassurés. Laissez environ 4 ou 5 lignes. Oui, d'éducation minimale. Ainsi, l'expression des libertés des individus sera favorisée. Ainsi, l'expression des libertés des individus sera favorisée. À la ligne. Je vais donner l'exemple de la manufacture d'épingles parce qu'il est quand même assez pertinent. Favorisée. À la ligne. Lorsque Smith défend la division du travail, il le fait toutefois avec prudence. Lorsque Smith défend la division du travail, il le fait toutefois avec prudence. La division du travail, pardon. Lorsque Smith défend la division du travail, il le fait toutefois avec prudence. Point. Il craint en effet que l'exécution systématique de tâches répétitives, il craint en effet que l'exécution systématique de tâches répétitives soit de nature à abêtir ceux qui les exécutent, virgule, soit de nature à abêtir, oui c'est ça, à abêtir, c'est un peu joli mot, ceux qui les exécutent.
virgule, et ainsi les priver de leur liberté politique. Et ainsi les priver de leur liberté politique. Point. En conséquence, la question de la liberté est étroitement liée. En conséquence, la question de la liberté est étroitement liée à la possibilité d'acquérir des savoirs, qui permettent de consentir et de décider librement. Qui permettent de consentir et de décider librement. Qui permettent de consentir et de décider librement. Je n'ai même pas fait l'appel, mais c'est compliqué puisque vous partez sans cesse pour vos rendez-vous là. Les rendez-vous, c'est sur les 2 heures? Attendez, je vais vous compter. Sachant qu'il manque 2 personnes. Et puis il manque la demoiselle qui est devant aussi là. Oui, 2 personnes. Ah oui, 2 personnes, c'est ça. C'est bon? Conséquence, la question de la liberté est liée à la possibilité d'acquérir des savoirs qui permettent de consentir et de décider librement pour les Attends, il faut qu'on note une dernière phrase. Oui? Après, les savoirs qui permettent. À chacun de décider et de consentir librement. Mais si je vais trop vite, il faut que vous m'arrêtiez, vous me dites ralentissez, ralentis la sœur. Oui, mais arrête. Vous me dites calme-toi, je sais pas, quelque chose. Quoi. Enfin, moi je vois qu'il y en a qui arrêtent d'écrire, alors je me dis c'est bon, je peux continuer. Non, moi j'arrête parce que c'est juste trop long. Il faut me dire de me lire un peu. Hein. Ok, il faut juste qu'on note encore une dernière phrase. Mais je vais y aller plus lentement alors, j'ai pas envie de vous perdre. Plus lentement. Oui, donc juste encore une dernière phrase, pardon. Les prérogatives de l'État se limitent, on l'aura compris, les prérogatives de l'État se limitent à la mise en place des conditions, les prérogatives de l'État se limitent à la mise en place des conditions qui rendent possible l'expression des libertés individuelles. Qui rendent possible l'expression des libertés individuelles. Très, très individuelles. Des libertés individuelles. Mais c'est quand votre récré en fait, je comprends pas. Ah, c'était tout à l'heure. Ça dure que 10 minutes. Ce qui appartient à l'État de faire, ce qui relève de son autorité. Prérogative.
P-R-E-R-O-G-A-T-I-V-E-S. C'est ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est ça. Ce qui lui revient de faire. C'est prérogative. On utilise des mots et parfois on a du mal à donner une définition très très précise. Ok, donc bon, on a compris Adam Smith. Il nous reste encore un libéral. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le plus récent aussi. Robert Nozick. Vous connaissez pas Nozick? Il est mort il n'y a pas très longtemps, vous savez. C'est un philosophe du XXe siècle. Anarchie et cas utopie. Robert Nozick. Il a écrit des livres. Ah oui, mais oui, il en a écrit plein. Il en a écrit des choses. Le plus important, c'est celui-là. Mais c'est l'auteur du problème de Newcomb, par exemple. Vous ferez une recherche. Ah, il faut que je vous pose une question, en fait, excusez-moi, comme ça nous permettra de souffler un petit peu, après avoir écrit tout ça. Est-ce que vous êtes au courant de ces histoires de devoir prépa-bac? Est-ce qu'on est au courant? C'est-à-dire. Est-ce que vous avez un prépa-bac en philosophie ou pas? On avait une liste de préparés prévue. Non, on n'a pas. Ça a été annulé. Tout Annulé. ce qui n'est pas spécialité en prépa-bac, ça a été annulé, je crois. Bah non, la philo, Mais non, mais la philo, on a toujours les preuves de philo. Ah bon? Bah, en finale, on n'est pas prêt pour faire un Ah oui, en fin d'année, oui, d'accord. Pas complètement. On a pas de prépa-bac de philo. On n'a jamais fait une dissertation, donc on a dit j'ai écrit 0 et Non, mais ça, à la rigueur, une dissertation, il faut bien commencer un jour, si vous voulez. On est commencé par Éviter de prendre la prépa-bac, c'est bizarre. Vous n'avez pas de méthodologie de dissertation? La personne, j'en ai écrit 0 de ma vie, même en français. Et du texte, vous avez la méthodologie, non? Oui. Bon, bah, c'est bien, c'est déjà ça. Très bien. Oui. Comment? Oui, bah allez-y. Qu'est-ce que vous faites? T'as 5 minutes de retard, là. C'est pas si grave, c'est pas si grave. Je pense que les rendez-vous prennent toujours de retard. Bon, allez, reconcentrons-nous et on se remet dedans après ce petit moment de flottement. Bon, alors, Nozick, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de nous. Au XXe siècle, des libéraux, il y en a à l'appel. J'aurais pu vous parler de Hayek ou de Friedman encore. Bon, je vous épargne toute l'idéologie libérale et néolibérale. Je vais rester avec Nozick parce que il est assez amusant. En fait, Nozick, il a une spécificité. Il appartient à un courant philosophique de pensée qu'on appelle l'anarcho-capitalisme ou l'anarcho-libéralisme. C'est selon. Il faut savoir que les anarchistes, généralement, quand on pense aux anarchistes, on pense à des gens barbus, assez sales, qui font exploser des bombes sur des hommes d'État. Bon. Et souvent, ces anarchistes sont rattachés à des courants d'extrême gauche. Au XIXe siècle, c'était le cas, vous savez, le philosophe anarchiste de référence c'est Mikhail Bakounine, qui était... Bakounine. Qui était, bien sûr, un penseur marxiste, ou enfin marxien en tout cas, de gauche. Et souvent, quand on pense aux anarchistes, on imagine des gens un peu, genre des zadistes, vous voyez. Les zadistes, vous voyez l'idée, quoi. Mais il faut savoir que les anarchistes ne sont pas toujours étiquetés à gauche. Non, il y a des anarchistes de droite, à la Nozick. Alors, on dit qu'ils sont de droite, mais même cette appellation pose problème, parce qu'ils ne sont pas nécessairement conservateurs, ces gens-là. Vous voyez, quand on pense à la droite, on pense plutôt droite conservatrice, gauche progressiste. Mais ces gens-là, d'une certaine manière, vraiment d'une certaine manière, sont progressistes, même si ça se discute. Alors l'idée c'est que pour eux, ce qui compte c'est pas que la société soit libérée du pouvoir de l'État, ça c'est l'anarchie de gauche telle qu'on la connaît. Non, ce qui compte pour eux, c'est que l'individu soit libéré de l'oppression de l'État. Tout commence par l'individu. Parce que pour les anarchistes, les anarcho-capitalistes, la société c'est une illusion. Le peuple est une illusion. Pensez à cette phrase de l'un des pères de l'anarcho-capitalisme, Max Stirner, dans l'unique et sa propriété. Le peuple, je ne suis pas le peuple, c'est une illusoire personne. Donc pour les anarcho-capitalistes, le peuple, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est moi. Moi, l'unique. Voilà. Donc par là,
il s'avère que l'État exerce une pression sur moi. Il faut que je m'en débarrasse. Alors, là encore, l'anarcho-libéralisme ou l'anarcho-capitalisme, c'est pas un truc complètement uni, mais pas du tout. Stirner, c'est le début, l'opposition entre le peuple et l'homme, entre le peuple et l'unique, le peuple et l'homme, et entre les droits du peuple et les droits de l'individu en tant que tel. Bon, ça c'est le début. Mais il y a plusieurs courants après. Vous avez notamment un courant qu'on appelle le libertarianisme, les libertariens et les néolibertariens, qui eux ont pour programme de dynamiter physiquement les institutions de l'État pour affranchir les individus de l'oppression qui ne cesse de régner sur eux. Bon, finalement, ça ressemble assez aux anarchistes de gauche en cela. Si vous voulez. Mais la finalité, si vous voulez, de ces gens-là, de Rothbard, de Friedman, c'est pas le même Friedman, c'est pas Milton Friedman, c'est justement de libérer les individus comme ça de cette oppression qui pèse sur eux. Et Nozick, c'est un représentant, j'ai presque envie de dire, modéré de l'anarcho-capitalisme. Enfin, modéré. Enfin, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de modération dans ce qu'il dit, mais... alors pourquoi je dis qu'il est modéré? Parce que Nozick n'est pas contre l'État. Lui, ce qu'il veut mettre en place, c'est un État minimal. Vous voyez que c'est ça qui fait qu'il est modéré. Ah, vous êtes de retour? Non, je vais occuper mon affaire, mais l'infirmière, elle n'était pas là, du coup, ils sont montés Ah, ok. à la vie scolaire directement. Très bien, allez-y, Mfosat. Oui, je veux juste reprendre l'heure, parce que là, tout de suite, du coup, si je peux Oui. reprendre. Donc, Nozick est un modéré dans le sens que oui, il est favorable à un État minimal. Mais vous allez voir, il n'est pas très modéré non plus. Alors, il faut comprendre que la pensée de Nozick, elle est transversale. Elle s'inscrit à la fois dans la philosophie libérale traditionnelle, John Locke, Adam Smith, ces philosophes classiques, et avec la pensée économique du XXe siècle. Donc Nozick, c'est quelqu'un qui a un logiciel de pensée qui est raccord avec l'idée de marché, l'idée de concurrence, ces idées-là qui sont inhérentes à la théorie économique. Nozick était très très proche des théories économiques. Alors, maintenant la question, là encore, c'est quelqu'un qui dit, voilà, il faut défendre les libertés individuelles, il ne faut pas que l'État intervienne. Et pour Nozick, il ne faut surtout pas que l'État intervienne dans la sphère de la société. Alors ça, c'est pour une idée qui est propre à, qu'on trouve aussi chez Hayek, en fait. C'est l'idée selon laquelle les gens savent mieux eux-mêmes ce qui est bon pour eux que l'État. À partir de là, il n'y a aucune raison que l'État décide pour les gens ce qui est bon pour eux. Et dans la sphère économique, parce que si l'État intervient dans la sphère économique, alors ça pose des problèmes qui sont même plus des problèmes économiques, mais des problèmes métaphysiques, des problèmes ontologiques, si vous voulez. Vous allez voir. C'est pour ça que l'État ne doit pas intervenir. En fait, la liberté individuelle a quelque chose de sacré, parce que l'intervention de l'État constitue une espèce d'entrave métaphysique à l'être même des gens qui subissent cette entrave. Je vous explique, je vous donne un exemple. Un exemple qui est donné par Nozick. Nozick se demande, qu'est-ce qui se passe quand on met en place une politique redistributive? Resituez bien le débat. On est au XXe siècle, s'opposent deux courants de pensée, les libéraux d'une part, les keynésiens de l'autre, ceux qui sont favorables à une politique de l'offre libérale, ceux qui sont favorables à une politique de la demande, les keynésiens. Pour les keynésiens, il faut prendre l'argent aux riches, le donner aux pauvres, pour relancer la consommation et pour favoriser l'investissement, etc., etc., etc. Bon. Nozick, lui, il est plutôt du côté des libéraux, vous l'aurez compris. Au revoir. Donc Nozick est plutôt du côté des libéraux, vous l'aurez compris. Alors pourquoi est-ce que d'après lui, le système de politique redistributive est un système qui est insupportable, même logiquement et métaphysiquement insupportable? Bon bien, imaginez qu'on mette en place un impôt. Parce que là, vous imaginez, ça sonne dans 3 minutes? Bon. Ah non, ça va, on a encore du temps. Cool, on a encore 10 minutes, je peux finir ça. Imaginez qu'on mette en place un impôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on met en place un impôt? Eh bien, il y a des gens qui ont des revenus, on leur taxe leurs revenus, et on le donne après à d'autres personnes. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, à la rigueur, on pourrait dire, oui, c'est du vol, l'impôt, on prend l'argent que j'ai gagné et on le donne à quelqu'un d'autre. Bon. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est que ce revenu, il ne tombe pas du ciel, on l'acquiert en travaillant. Ça, c'est ce que remarque Nozick. Le revenu, il ne sort pas de nulle part, les gens acquièrent leur revenu en travaillant. Ainsi, prendre le revenu de quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre, ça n'équivaut pas seulement à prendre, ça ne revient pas seulement à prendre son argent, ça équivaut à ponctionner directement son travail. Un peu comme si celui qui bénéficiait de l'allocation conséquente à l'impôt exploitait le travail de celui qui payait l'impôt.
Mais ça va encore plus loin que ça. Parce que le travail, c'est la résultante d'un processus de délibération parfaitement affranchi de toute contrainte, d'après Nozick. C'est-à-dire que celui qui travaille décide librement de travailler et décide librement d'accomplir tel travail. Il aurait pu décider d'accomplir tel autre travail qui lui aurait peut-être rapporté plus ou moins d'argent. Il aurait pu décider aussi de ne pas travailler et donc de ne pas gagner d'argent du tout. Il aurait pu décider de faire autre chose, voilà, librement. Bon, le fait que les individus travaillent, c'est le résultat d'une décision libre. Donc, ce qui se passe, si vous suivez le raisonnement, au début, il y a la liberté de choisir, ensuite, il y a le travail, et ensuite, il y a l'impôt. Donc, quand vous prenez l'argent de ceux qui travaillent, vous ne prenez pas seulement leur argent, vous ne prenez pas seulement leur travail, vous prenez aussi leur liberté. Et ça, c'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez en place un impôt, celui qui bénéficie de l'impôt vole la liberté de ceux qui paient l'impôt. Donc imaginons que, bon, c'est pas forcément le cas, imaginons que Bernard Arnault paie ses impôts en France. Eh bien, à chaque fois qu'on touche comme ça des allocations qui sont versées par l'État, on est en train presque de réduire Bernard Arnault en esclavage, si vous voulez. Ça, c'est la pensée de Nozick. Bon, alors évidemment, ça vaut aussi pour les gens qui sont peut-être moins riches que Bernard Arnault. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un mécanisme d'impôt. Alors, on pourrait objecter à Nozick, oui, mais le problème, on pourrait lui dire, c'est que ça se trouve, ces gens à qui on prend l'impôt, ben, ils n'en feraient pas bénéficier à la société si on ne leur prenait pas par la force. Mais Nozick répond, mais on ne sait pas. En fait, le problème, c'est que on prive aussi ces gens-là que l'on taxe de la liberté d'être philanthrope, de la liberté de se montrer généreux à l'égard de la société. Ils ne peuvent plus être généreux. On leur prive de cette liberté, puisqu'on leur prend déjà une grande partie de leur argent, les pauvres. Donc, c'est quelque chose de complètement inacceptable. Vous comprenez que, de ce point de vue, l'intervention dans la sphère économique, alors là, Nozick prend l'exemple de l'impôt, c'est l'exemple tel qu'il est donné dans le bouquin que je viens de vous donner là. Mais ça vaut pour tous les niveaux de la sphère économique. Dès lors qu'il y a intervention dans la sphère économique, il y a privation de la liberté. C'est une forme d'esclavage indirect, si vous voulez. C'est dans l'esprit de Nozick, on vit dans un monde dans lequel, en fait, Bernard Arnault est esclave de ceux qui travaillent pour lui. Vous voyez, c'est... Bref. Bon, vous avez compris l'idée. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne doit pas y avoir d'État. On arrive exactement à la même conclusion qu'Adam Smith. On a besoin d'un État qui garantisse la police et l'armée. Sauf qu'on n'y arrive pas pour les mêmes raisons qu'Adam Smith. Smith parvenait à ces résultats dans la seule idée de garantir les libertés individuelles, je vous le rappelle. Dans l'idée de Smith, c'est que si on ne vit pas en sécurité, on n'est pas libre. Simple. Pour Nozick, c'est pas tout à fait ça la question. Nozick se dit, bon ben, continuons dans la logique de l'anarcho-capitalisme et disons que, les questions de la sécuritaire ne font pas l'objet d'un monopole d'État. Donc, la violence armée n'est pas un monopole d'État. Ce qui veut dire que n'importe qui peut créer sa petite milice et faire régner l'ordre et la sécurité dans son quartier, sa ville, sa cité, son pays. Bon, Nozick est un Américain, vous savez, c'est le Far West, quoi. Enfin, c'est un peu cette culture-là, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Eh bien, Nozick arrive à deux conclusions, à deux possibilités qui conduisent à la même conclusion. Première, solution pacifique, eh bien, finalement, les milices privées rentrent en concurrence, puis, à cause de manque de financement, de problèmes d'efficacité, finissent par s'associer, à générer des conglomérats qui finissent, au bout du compte, par déboucher sur un monopole d'État. Donc, on peut très bien se figurer qu'au bout du compte, eh bien, bon an, mal an, par le jeu de la concurrence, les milices privées deviennent un monopole d'État, il n'y a plus qu'une seule milice, qui est la police. Et puis, il y a un autre cas de figure qui est possible. Imaginez, par exemple, que ces milices privées se fassent la guerre entre elles, que certaines prennent le pouvoir sur d'autres, un peu, vous voyez, comme les gangs, quoi. Si c'était cette situation-là, alors ce serait la loi du plus fort. Les plus forts, ceux qui auraient plus de pouvoir, de plus d'argent, qui auraient la capacité d'acheter des meilleures armes, etc., etc., etc. Auquel cas, on arrive dans une situation dans laquelle, si c'est la loi du plus fort qui règne, dans laquelle plus personne n'est libre. Donc pour empêcher cette situation-là,
il faut quand même laisser à l'État la gestion de la police. Parce que sinon, dans ce secteur-là en particulier, le marché n'est pas autorégulateur. Dans tous les autres, ça va. La santé, tout ce que vous voulez, l'éducation, là, le marché fonctionne très bien, mais pas pour la police. Parce qu'on arrive dans des situations dans lesquelles la liberté individuelle devient elle-même menacée. Logique. Donc, il faut qu'on ait quand même un état minimal dont le rôle soit de taper comme ça sur ceux qui dérogent à la loi. D'ailleurs, vous voyez, dans ce style de perspective, la loi, c'est même pas quelque chose de nécessaire. On peut même imaginer une justice, parce que il y a un courant en droit qui existe à ce sujet-là qui s'appelle Law Economics. Et donc, en fait, il s'agit de considérer que le juge n'obéit même plus à la loi, il obéit à des arbitrages. Il peut faire des calculs utilitaristes, calculer des dédommagements de peine, etc., etc. Un peu comme on fait aux États-Unis en fait, quand on évite le procès. Bon, même la justice, vous voyez, elle peut être soumise juste à des purs arbitrages. On n'a même pas besoin d'un État qui prenne en charge la justice, juste des arbitres. Ok, vous pouvez noter à la ligne nouveau paragraphe, et on aura fini avec les libéraux. Dans État, anarchie, utopie, anarchie, État, utopie, à chaque fois je le donne dans le mauvais sens. Dans anarchie, État, utopie, Nozick défend une position anarcho-capitaliste. Nozick défend une position anarcho-capitaliste. Non. Oui, anarcho-capitaliste. Il est anarchiste, mais de droite. C'est pas incompatible. On devrait dire même il est anarchiste et de droite. Anarchiste et capitaliste. Point. Pour lui, l'État ne doit pas intervenir ni dans la sphère sociale, ni dans la sphère économique. Pour lui, l'État ne doit pas intervenir ni dans la sphère sociale, ni dans la sphère économique. Point. Sur le plan social, les individus savent mieux que quiconque ce qui est bon pour eux. Sur le plan social, les individus savent mieux que quiconque ce qui est bon pour eux. Point. Q-U-I-C-O-N quiconque. C-O-N-Q-E. Ce qui est mieux pour eux. Point. Par conséquent, il n'y a aucune raison que l'État se mêle de leurs affaires ou s'immisce dans leurs affaires. Ou par conséquent, il n'y a aucune raison que l'État se mêle des affaires privées. Point. Bon. Dans le domaine économique, le problème
est identique. Dans le domaine économique, le problème est identique. Point. Mais à ce problème s'en ajoute un autre. Mais à ce problème s'en ajoute un autre. Point. Et je ne vais pas dicter l'argument parce que ça va sonner dans une minute. Donc je le dicterai après 5 minutes de pause. Ah mais non, là il est l'heure, là. Il est 46 même. On a 1 minute de retard. Reprenons. Alors je vais dicter l'argument. L'argument de Nozick sur la question de la sphère économique. Nozick exemplifie son idée. Ah oui, c'est là qu'on s'est arrêté. Bon, alors, ok. Point. Quand l'État intervient dans la sphère économique, je croyais que j'avais donné cette phrase-là. Il prive directement les individus de leur liberté. Il prive directement les individus de leur liberté. Point. Nozick exemplifie cette idée en réfléchissant au sujet de l'impôt. Nozick exemplifie cette idée en réfléchissant au sujet de l'impôt. Au sujet de l'impôt. Excusez-moi, j'ai ma voix qui commence à fatiguer, moi aussi. Donc, il réfléchit au sujet de l'impôt. Point. Point. Bon, alors, je vais vous dicter ce qu'on a expliqué tout à l'heure. En prélevant un impôt, l'État prélève une fraction d'un revenu. En prélevant un impôt, l'État prélève une fraction d'un revenu. Jusque-là. En prélevant un impôt, l'État prélève une fraction d'un revenu. Point. Or, le revenu est généré par le travail. Or, le revenu est généré par le travail. Point. Ainsi, taxer le revenu, c'est aussi s'approprier le travail d'autrui. Ainsi, taxer le revenu, c'est aussi s'approprier le travail d'autrui. Ainsi, taxer le revenu, c'est aussi s'approprier le travail d'autrui. Point. Il faut ajouter que l'acte
de travailler, il faut ajouter que l'acte de travailler résulte d'une délibération libre. Résulte d'une délibération libre. Point. Celui qui travaille aurait pu décider de faire autre chose. Celui qui travaille aurait pu décider de faire autre chose. Point. Comme le revenu est le fruit du travail, virgule, il est aussi celui de la liberté. Comme le revenu est le fruit du travail, virgule, il est aussi celui de la liberté. Comme le revenu est le fruit du travail, virgule, je vois. Qui est-ce que ça pourrait être d'autre que vous? Personne. Il est aussi celui de la liberté. Point. Donc, taxé par l'impôt revient à priver les individus directement de la liberté. Oui. Vous avez tout? Oui, point. Donc, c'est bon, donc le fruit du travail, c'est aussi le fruit de la liberté. C'est bon? Donc le revenu, fruit du travail, fruit de la liberté. Donc, taxé par l'impôt, c'est aussi restreindre directement la liberté. Ceci restreindre directement la liberté. Point. Les individus sujets à l'impôt sont de plus privés de leur liberté de distribuer leurs revenus comme ils le souhaitent. Voilà, donc on comprend bien que l'État ne doit pas se mêler de ça. À la ligne. Ça va, on n'écrit pas beaucoup. Hein. On a écrit quoi? Une demi-page là. Puis, 2 pages et demie. Oui, 1 page et demie. bah, c'est rien. Ce matin, avec la STMG, on a écrit genre 3 pages, quoi. Mais j'ai dicté pendant 1 heure aussi. Comme il bavardait beaucoup, j'ai dicté. Bon, bref. Pour Nozick, donc à la ligne, pour Nozick, l'état minimal, donc vous pouvez noter la notion comme ça, l'état minimal pour Nozick, l'état minimal ne doit prendre en charge que la violence armée. Pour Nozick, l'état minimal ne doit prendre en charge que la violence armée. Pour Nozick, l'état minimal ne doit prendre en charge que
la violence armée. Armée. Avec des guns. Violence armée. Point. En effet, une privatisation du secteur de la sécurité intérieure et extérieure, en effet, une privatisation du secteur de la sécurité intérieure et extérieure, en effet, une privatisation du secteur de la sécurité intérieure et extérieure conduit vraisemblablement au règne du plus fort. Conduit vraisemblablement au règne du plus fort. Ce qui est très contre-indiqué en cas de politique libérale. Conduit vraisemblablement au règne du plus fort. Virgule. Et ainsi nécessairement, conduit donc vraisemblablement au règne du plus fort, et ainsi nécessairement à la privation des libertés du plus grand nombre, et ainsi nécessairement à la privation des libertés du plus grand nombre. Logique. Donc bon, on supprime quand même pas. On est anarchiste, mais on garde quand même le strict minimum. De toute façon, il y a des problèmes avec l'anarchie. Il y a des vrais problèmes avec l'anarchie. C'est une belle idée l'anarchie, mais à mettre en pratique, c'est quand même très compliqué. Bon, et bien voilà, on a fini avec le libéralisme. On peut faire autre chose. Ah, malheureusement, je crains que ce ne soit pas au programme de philosophie. Si, pour étudier la compétition entre les camarades de classe. Par rapport au thème, il n'y aurait pas. Non, Mario Kart, ça me fait plutôt penser à un texte de Borges. C'est plutôt... il y a un texte de Borges qui décrit une société qui est soumise à une espèce de loterie. Non, c'est soumis à une loterie. Non, parce que Mario Kart, c'est un peu une loterie, en fait. Mario Kart, à la fin, c'est la chance qui décide qui va gagner. Non, pas trop. Un peu comme dans le système de Borges. Enfin, les Français disent Borges. Borges. On va l'appeler Borges. Bon, 1.2. Qui aura la carapace bleue? Vous voyez, c'est un peu ça. Quoi. Qui tirera le ticket gagnant? Quoi. Grosse partie d'aléatoire. Alors, l'État, on va donner un titre un petit peu plus long, est légitime, non parce que ça a du sens, est légitime lorsqu'il règne avec l'aide de la raison. Vous ne devrez pas mettre de titre dans vos dissertations, bien entendu. Mais bon, au moins, quand vous relisez votre cours, ce que vous lisez a du sens. Si je vous avais marqué l'État et la raison, pourquoi pas juste l'État, donc on y est, ça n'aurait aucun sens. Bon, je vous préviens, j'en peux plus, ça fait 3 fois que je le fais, ça, mais bon. L'aide de la raison. Comme ça fait 3 fois que je le fais, je commence à connaître. Donc, là encore, je vais vous parler de 2 thèses philosophiques. J'aurais pu parler de beaucoup plus de thèses philosophiques. En philosophie politique, il y a une bibliographie immense. On ne peut pas tout faire, malheureusement. On a un nombre limité d'heures pour un programme qui est quand même très grand. Donc, il faut qu'on avance. Donc, on va avoir des thèses qui sont éloignées dans le temps, puisque ce sera celle de Platon et celle de Kant, mais qui ont des accointances idéologiques. C'est la raison pour laquelle je les ai regroupées ici. Alors nous allons commencer par la thèse de Platon, philosophe de l'Antiquité, thèse qu'il développe notamment dans la République. Si vous ne devez lire qu'un seul ouvrage de philosophie dans votre vie,
lisez la République. Ça vaut le détour. Avec l'aide de la... Comment? Avec l'aide de la... Oui, de la raison. Ça pourrait être votre livre de chevet. Un petit peu de Platon. Se lit très rapidement et très facilement. Parce que la République, comme tous les textes de Platon, est un dialogue. Platon n'a écrit que des dialogues. Oui. Je ne sais pas. Enfin, moi, si vous voulez, je l'ai lu dans l'œuvre complète. C'est écrit. Et dans l'œuvre complète, il doit faire environ 300 pages. D'accord. Donc je pense un peu plus dans un format normal. Plutôt 500 pages. Voilà. Mais ça se lit quand même très vite parce que c'est un dialogue. Platon n'a écrit que des dialogues. Parce qu'en fait, ce qui est assez marrant avec Platon, c'est que ce qu'il écrit sont à la fois des textes philosophiques et des textes littéraires dans un genre particulier qui est le genre du dialogue. Ces dialogues font intervenir différents personnages. Mais il y a un personnage récurrent dans les dialogues de Platon, qui est un peu le héros, si vous voulez, de Platon. Le personnage principal, c'est Socrate. Alors là encore, je vais refaire un peu de recontextualisation historique pour que vous compreniez mieux les idées. Socrate, historiquement parlant, c'est le précepteur, le maître de Platon, celui qui lui a tout enseigné. Mais Socrate, dans les dialogues de Platon, c'est plutôt Platon lui-même, c'est la voix de Platon, en quelque sorte. En fait, Socrate, c'est ce personnage qui se balade dans les rues d'Athènes, qui interpelle les gens, qui discute avec eux, qui les fait réfléchir. Donc ça correspond normalement, vraisemblablement, au Socrate historique. Socrate qui a donc réellement existé. Mais le contenu du propos de Socrate dans les dialogues, apparemment, ce serait plutôt la parole de Platon. On lit chez Diogène Laërce la chose suivante, l'idée selon laquelle Socrate aurait dit, mais bon là encore les sources, c'est difficile à évaluer, mais bon, Socrate aurait dit qu'il ne se reconnaîtrait pas lui-même à l'intérieur du dialogue de Platon. Donc dans la plupart des dialogues, Socrate échange soit avec des amis, des proches, c'est le cas notamment dans la République, soit, c'est aussi le cas notamment dans la République, avec des sophistes. Les sophistes sont les ennemis de Socrate. Ce sont tellement ses ennemis qu'ils ont fini par avoir sa peau. Ils l'ont fait condamner à mort. Ça s'est terminé comme ça l'histoire. Dans un procès stalinien que l'on peut retrouver dans un ouvrage fantastique qui s'appelle L'Apologie de Socrate. Si vous ne devez lire qu'un seul livre de philosophie dans votre vie, lisez L'Apologie de Socrate. Ça fait à peine 50 pages. Ah ouais? Ouais. Court, rapide. C'est un dialogue. Pourquoi il fait que des dialogues? Ah, pourquoi Merci de poser la question. Pourquoi ne fait-il que des dialogues? Eh bien, l'idée de Platon, c'est que la philosophie, c'est une réflexion dynamique qui finit par accoucher de la vérité. Et la réflexion, elle passe par la dialectique, donc par le dialogue, par le fait d'échanger. La pensée, c'est pas quelque chose qui se déploie comme ça de manière unilatérale et unidirectionnelle, qui partirait d'un point A à un point B sans contradiction. Non, la pensée se heurte à des contradictions et finit par aboutir à quelque chose d'authentiquement vrai ou d'authentiquement juste, d'authentiquement satisfaisant. Et donc le dialogue symbolise en fait des contradictions dans lesquelles que rencontre la réflexion en fait, tout simplement. En ça, c'est assez intéressant. Mais alors évidemment, dans les dialogues de Platon, Socrate a toujours le dernier mot. C'est-à-dire que souvent, les interlocuteurs de Socrate servent de contradicteurs justement pour montrer cette dimension dialectique et aussi de faire valoir à Socrate. Oui, Socrate, tu as raison. Oh, divin Socrate. Oh, comme tu es beau, Socrate. Mais c'est Platon qui a écrit ça? Oui, c'est Platon. Et Platon, c'est l'élève de Socrate. Platon, c'est le disciple de Socrate. Ah, Et Socrate, c'est le personnage principal des dialogues de Platon. Alors parfois, notamment à la fin de sa vie, Platon écrira des dialogues dans lesquels ce ne sera pas Socrate, mais un autre personnage qui s'appelle l'étranger d'Athènes, donc notamment dans l'autre texte politique majeur de Platon, c'est les lois. Mais les lois, je ne vais pas vous en parler, parce que c'est un texte qui, je pense, pour des élèves de terminale, n'a que peu, voire aucun intérêt, parce que c'est un texte déjà qui est écrit par un Platon qui était vieux. Comme tous les vieux, il est devenu conservateur, très conservateur. Donc les lois, c'est un livre encore plus long que la République, dans lequel Platon, parce que là c'est plus Socrate, c'est l'étranger d'Athènes, Platon énumère des points spécifiques de loi. C'est pas très intéressant, c'est pas très stimulant intellectuellement. Enfin, pas autant en tout cas que l'est la République. Pour le coup, un texte très très stimulant. Alors,
il faut recontextualiser. Donc je vous disais que Platon, Socrate c'est la même chose, hein, lutte contre les sophistes. Qui sont les sophistes? Ce sont des gens qui, à Athènes, monnaient, ou on peut dire monnaient aussi, leur savoir contre beaucoup de deniers. Donc contrairement à Socrate, hein, Socrate c'est quelqu'un qui interpelle les gens, qui discute avec eux et qui dispense gratuitement son savoir, alors que les sophistes, eux, ils demandent en échange beaucoup d'argent. Bon. Soit, passons encore cela. Mais ce n'est pas tout. Les sophistes, en plus de monnayer leur savoir, sont des gens qui ont des prétentions politiques, qui espèrent prendre la direction de la cité, prendre les rênes comme ça de la cité. Et ça, Platon, il n'aime pas trop. En tout cas, Platon, il se demande si ces gens sont bien légitimes pour prendre les rênes de la cité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on associe aux sophistes les rhéteurs, les démagogues. C'était d'ailleurs déjà le cas à l'époque. D'après Platon, c'était des démagogues. Et aujourd'hui, quand on parle de sophisme, on parle d'un raisonnement fallacieux avec l'intention de tromper. Donc l'idée, c'est que Socrate, Platon se méfient de ces gens-là en pensant que ce sont des gens qui dupent l'opinion, la doxa, pour essayer de s'attirer les faveurs du peuple pour prendre du pouvoir sur le peuple. Et les discussions politiques de Platon avec les sophistes consistent justement à demander à ces sophistes, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes légitime pour gouverner? Qu'est-ce qui vous fait dire que vos idées sont les meilleures, qu'elles sont justes, etc., etc. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut comprendre, parce que les textes politiques de Platon s'inscrivent en défaut justement de la pensée sophistique. Ensuite, autre chose qu'il faut comprendre pour bien saisir la pensée de Platon dans la République, c'est que la pensée politique de Platon n'est jamais détachée de sa pensée, une, morale, éthique, et de sa pensée, deux, métaphysique. La métaphysique, l'éthique et la politique s'intègrent dans un même axe problématique. Il n'y a pas de politique chez Platon sans morale, il n'y a pas de politique sans métaphysique. Pourquoi? Parce que, alors pourquoi il n'y a pas de politique sans morale, ça je vais l'expliquer. Pourquoi il n'y a pas de morale sans métaphysique? Parce que la morale est étroitement liée à la métaphysique, chez Platon. Ok, donc je vais vous donner, on va faire un petit détour pour que vous compreniez. Dans un autre dialogue de Platon qui s'appelle l'Alcibiade, alors en réalité, je le précise, on ne sait pas si ce dialogue est un dialogue original ou un apocryphe. Soit il a été écrit par Platon, soit par un suiveur proche. En tout cas, les idées qui en ressortent sont identiques aux idées traditionnelles de Platon. Vous pouvez le citer, ce n'est pas du tout une hérésie. Donc dans l'Alcibiade, en fait, Alcibiade c'est le nom d'un personnage. Souvent les dialogues de Platon portent le nom des personnages. Alcibiade c'est un sophiste qui apparaît dans plusieurs dialogues de Platon, notamment dans le Banquet. Et Alcibiade vient à la rencontre de Socrate et lui dit voilà, divin Socrate, moi jeune Alcibiade, ai envie de prendre des responsabilités politiques. Alors l'autre lui répond oh mon bel Alcibiade, j'exagère à peine, très bien, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es en mesure de prendre des responsabilités politiques? Alors là, Alcibiade lui dit je sais pas trop, je sens que c'est le moment là, faut que je me lance, j'ai envie d'y aller quoi. Bon, c'est pas ce qu'il dit exactement, mais c'est l'idée. En fait, Socrate lui pose une question et lui dit mais est-ce que tu maîtrises l'art de la politique? Et là, Alcibiade lui dit mais en quoi consiste cet art? Socrate dit il faut qu'on cherche en quoi consiste cet art de la politique. Et puis, comme souvent, Platon recourt à des exemples, à des comparaisons. Il lui dit par exemple, le cordonnier maîtrise l'art de la cordonnerie. Et l'objet de l'art de la cordonnerie, c'est la chaussure, la connaissance de la chaussure, si on veut. Le sitariste maîtrise l'art de la cithare, c'est un instrument de musique. Eh bien, l'objet de la connaissance du sitariste, c'est la musique et c'est la maîtrise de cet objet qu'est la cithare. Mais alors, quelle connaissance doit posséder celui qui veut maîtriser l'art de la politique? Quel est l'objet de la connaissance de celui qui doit maîtriser l'art de la politique? Alors on pourrait dire, c'est la cité. Politique, police. Ok, mais la cité, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Oui. Merci de faire cette remarque. La démagogie. Oui, voilà, c'est la même chose que le discours. Alors, pour le discours, merci de faire cette remarque. Comme ça, j'interromps, tant pis, j'interromps le raisonnement ici. On le reprendra et je vais répondre à votre objection. Alors, dans un autre dialogue qui s'appelle le Protagoras, justement,
Protagoras et Socrate échangent sur la question de l'art de la rhétorique, de l'art du discours. Et alors, Socrate pose encore cette question, de quoi la rhétorique est-elle l'art? Et il reprend l'exemple du cythariste, l'exemple du cordonnier, on voit bien quel est, de quoi leur art, quel est l'objet de leur art, pardon, je commence à fatiguer, excusez-moi. Et la rhétorique, finalement, eh bien, elle est art de quoi? Eh bien, en fait, elle est art de persuader. Il s'agit de persuader. Mais de persuader pour faire quoi? Et en fait, finalement, Socrate arrive à cette conclusion, ou Platon arrive à cette conclusion, que oui, le rhéteur a vocation à persuader, mais la finalité de la persuasion, elle n'a pas de définition qui est nécessaire ni qui est universelle. Ce qui conduit Socrate à la conclusion suivante, la rhétorique, c'est l'art de rien. Ce n'est pas un art. Donc en gros, alors pourquoi, il faut comprendre là aussi pourquoi il dit ça. Parce qu'en fait, pour Platon, la rhétorique, c'est l'art, pour le coup, des sophistes. C'est l'art de la démagogie, de la tromperie. Et donc, ce n'est pas souhaitable pour la vie politique. En fait, Platon ne veut pas que la cité soit aux mains de gens qui racontent n'importe quoi pour avoir le pouvoir. C'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est lié à la morale. Donc c'est pour ça que je vais reprendre le raisonnement ici, en disant que donc de quoi elle est l'art? Donc ce n'est justement pas du discours, parce que la politique, elle ne se fait pas avec des discours. Le discours, ça peut être ce qui permet d'être élu ou d'être plébiscité, mais ce n'est pas cela qui constitue le fait de faire de la politique. Faire de la politique, c'est agir pour la cité. Et donc, ça veut dire que faire correctement de la politique, c'est agir dans l'intérêt de la cité, pour le bien de la cité, faire les meilleures choses pour la cité. Et donc, l'objet de la connaissance de la politique, de l'art de la politique, c'est la morale. C'est ce que Platon appelle l'idée du bien. Alors, pour le coup, il y a des majuscules partout, ici. L'idée du bien. Il faut connaître l'idée du bien, il faut savoir ce que c'est que le bien pour, justement, faire correctement de la politique. Alors, la réponse, il ne la donne pas dans l'Alcibiade, Platon. En revanche, il la donne dans la République. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce en quoi consiste cette idée et les vertus qui lui sont afférentes, mais l'idée, c'est que celui qui veut légitimement prétendre à gouverner doit connaître l'idée du bien, il doit être vertueux, il doit avoir de la vertu. Sans cela, il ne pourra pas maîtriser l'art de la politique. Les sophistes se sont directement exclus, vous comprenez. Alors maintenant, il y a plusieurs choses. Déjà, l'idée du bien, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? C'est une idée métaphysique. Platon a une philosophie que l'on peut appeler idéaliste, c'est-à-dire qu'il pense que le monde est créé, déterminé par des idées, et ces idées ont une nature métaphysique, c'est-à-dire supranaturelle. Elles sont constituées par les dieux, bien entendu. Donc nous avons les dieux qui sont des entités métaphysiques, qui façonnent des idées, qui génèrent elles-mêmes le monde. Ainsi, connaître l'idée du bien, c'est connaître les dieux. C'est une idée récurrente dans les dialogues de Platon. Dans le Thé et Tête, Platon mentionne même l'idée selon laquelle il convient durant sa vie, c'est très chrétien ça même finalement comme idée, enfin les chrétiens l'ont récupéré, il faut dans sa vie imiter les dieux, vivre pareillement aux dieux, pour s'approcher le plus possible de la vertu, de l'idée du bien. Donc cette idée-là est complètement métaphysique. Pour Platon, la réalité est fondamentalement métaphysique. Vous savez, la fameuse allégorie de la caverne, au début du livre 7 de la République, c'est ça son propos. C'est de dire que la caverne dans laquelle se trouvent les prisonniers représente la réalité matérielle physique à laquelle nous avons accès par le moyen de la perception, et à l'extérieur de la caverne se trouve le monde intelligible, le monde de la réalité fondamentale, mais à laquelle les êtres humains communs n'ont pas accès. Bon, donc, on voit bien ici le lien entre la métaphysique, la morale, puisque la métaphysique a une fondation morale, pardon, le contraire, la morale, excusez-moi, a une fondation métaphysique, un fondement métaphysique, et la politique, elle ne peut bien se faire qu'à la condition que l'on maîtrise justement l'art de la morale, enfin, que l'on connaisse l'idée
du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sont exclus dès lors de la vie politique les tyrans. Donc Platon déteste la tyrannie. Les tyrans sont des gens qui ne servent que leur intérêt et qui n'ont que faire de l'idée du bien et de la vertu. Cela exclut aussi la démocratie. Pourquoi? Parce que en démocratie, tout le monde décide sans savoir. Platon prend l'exemple d'un navire sur lequel se trouveraient différents passagers, des voyageurs, des marchands, des prostituées, accessoirement des marins et un capitaine. Et puis il pose cette question: si vous étiez à bord de ce navire, qui voudriez-vous qui tienne la barre? Eh bien sûr, la réponse est le capitaine. Pourquoi? Parce que si vous donnez la barre à une prostituée ou à un marchand, eh bien vous avez de grandes chances qu'il aille se planter le bateau ou qu'il naufrage. Puis si vous donnez la barre à tout le monde, c'est le même problème. La barre, vous devez la donner à celui qui sait naviguer, qui sait manier le gouvernail, qui sait gouverner. Et ça a une même étymologie. Donc, pour la vie politique, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de donner le pouvoir à n'importe qui. Tout le monde n'a pas son mot à dire. Seuls ont leur mot à dire ceux qui savent. Donc il y a une dimension très élitiste dans la République de Platon. Élitiste, oui, mais cependant, et c'est ça qui est plutôt sympa dans la République, contrairement après aux lois où vraiment, je vous dis, il se droitise mais à mort, le père Platon. Dans la République, n'importe qui peut arriver à prendre le pouvoir. N'importe qui est à la recherche de la vertu, ou qui possède la vertu. Et ce qui est assez sympa, c'est un fun fact, c'est assez anecdotique, mais on n'en parle pas assez parce qu'on fait souvent de Platon l'instigateur d'une espèce de communisme dans lequel on arrache les enfants à leur famille pour les mettre en commun dans la société, tout ça est affreux, etc. etc. Mise en commun des femmes et des enfants, enfin la République. Quoi. Mais dans la République, les femmes peuvent prendre le pouvoir aussi, vous voyez. Donc c'était assez progressiste comme idée. Je tiens à signaler que dans la 5e République, pour l'instant en France, aucune femme n'a encore jamais pris le pouvoir. Donc bon, on était dans l'Antiquité peut-être déjà assez avancé. Enfin, avancé. Les gens intelligents ont toujours de l'avance sur les autres. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc bon, Platon défend donc cette idée-là que ce n'est que celui qui a la vertu qui est légitime pour gouverner, parce que celui-là veut le bien de la cité, et il sait ce qu'il doit faire pour obtenir le bien de la cité. Alors, qui est cette personne, ou qui sont ces personnes qui connaissent le monde intelligible par la spéculation et par la contemplation, qui sont à la recherche de la vertu et de l'idée du bien? Ces personnes-là, ce sont les philosophes. Donc, dans la République, le meilleur des mondes possibles, c'est le philosophe roi, le philosophe qui est roi, le philosophe qui gouverne, et les autres qui lui obéissent. Vous imaginez un monde comme ça? Mais tout ça, ça se justifie par le fait que, bon, outre le fait que Platon prêche sans doute pour sa paroisse, ça se justifie par le fait que le philosophe, effectivement, dans toute cette équipe-là, c'est le seul à chercher le bien. Là, on ne peut pas enlever ça à Platon. Enfin, peut-être pas tous les philosophes, mais le philosophe platonicien, en tout cas, est le seul à chercher le bien. Donc, Platon est peut-être le seul à chercher le bien. Mais, bon, c'est vrai qu'on peut se dire que cette idée-là, elle est un petit peu... on peut se dire que c'est un peu abusé, parce que Platon, finalement, il est philosophe, il dit que le philosophe doit gouverner, c'est peut-être un petit peu triché. On peut se dire qu'il y a un gros parti pris parce qu'il lutte contre les sophistes. Mais si vous réfléchissez, c'est pas si idiot que ça. Parce que si le critère pour être élu, c'est vouloir le bien de la cité, bah, à partir de là, vous aurez un certain nombre de personnes qui seront complètement éjectées des responsabilités politiques. D'ailleurs, Platon donne quelques précisions. Il explique notamment que celui qui est à la tête de la cité, on dirait aujourd'hui à la tête de l'État, doit être pauvre. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'une fois que vous avez le pouvoir politique, que vous soyez très riche, que vous ayez tout un tas de privilèges. Non, 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 non. Pauvreté. Et pourquoi est-ce que celui qui gouverne doit être pauvre? Pour éviter la corruption. Pour éviter déjà que celui qui soit au pouvoir soit corrompu par la richesse qu'il peut acquérir, et qu'il soit corrompu dans son cœur, dans ce qu'il attend de l'exercice du pouvoir. Imaginez si demain dans notre pays, on laisse le régime tel qu'il est, sauf que pour le président et les ministres, on supprime les hôtels particuliers, on supprime l'Élysée, on supprime les chauffeurs à vie, on supprime le salaire à vie, en fait on supprime tous les avantages inhérents à la fonction. Ces gens-là sont là, ils sont payés le minimum, même l'État leur donne de quoi subsister et survivre pendant qu'ils exercent leur fonction,
Donc on leur donne les moyens d'exercer leurs fonctions. Et une fois qu'ils ont fini d'exercer leurs fonctions, eh bien, ils retournent à mener une vie normale. Imaginez, ce serait ça la République, en quelque sorte. Demandons-nous si les personnes qui sont au pouvoir maintenant auraient convoité le pouvoir si ça avait été ça les conditions d'exercice du pouvoir. Et une fois qu'on a répondu à cette question, demandons-nous si ces personnes sont bien légitimes à exercer le pouvoir. Je crois que la question est assez vite, enfin vous connaissez la réponse. Voilà, vous avez compris l'idée? Simple. On va pouvoir noter un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit. Alors, par où commencer? Oui, il va bien falloir. Platon, dans la République. Platon, dans la République. Oui. Et il s'appelle Platon. Il n'y avait pas de nom et de prénom à l'époque. Il s'appelle juste Platon. Et souvent, quand je fais des espèces de blagues un peu minables comme ça, il y a toujours une personne qui rigole, qui comprend. Bon, bref, désolé. Bon. Bon, Platon dans la République. Je suis en train de perdre le fil là, je crois que je commence vraiment à fatiguer. Moi. Oui, donc Platon dans la République, voilà. Donc, définit les conditions de légitimité de l'exercice du pouvoir. Définit les conditions de légitimité de l'exercice du pouvoir. Point. Définit les conditions de légitimité de l'exercice du pouvoir. Point. Vous avez cours après moi là? Non, c'est fini là. Ah bah 3 heures, faut peut-être pas. On a passé longtemps. Il se demande comment maîtriser l'art de la politique, virgule. Il se demande comment maîtriser l'art de la politique, virgule. Il se demande comment maîtriser l'art de la politique, virgule. Quelle connaissance posséder pour pratiquer cet art? Quelle connaissance posséder pour pratiquer cet art? Vous avez combien d'heures de cours le lundi? Ah oui, vous n'avez pas beaucoup, oui, c'est vrai, grâce au... Ah, ça endort, ça. Ça, c'est terrible. Ah, vous mentez? Non, en fait, ça réveille. Quand on sort de l'eau, et 10 secondes après. Ah oui. C'est quand tu sors de l'eau, tu vois, t'as pas envie de dormir. Ah oui, non, ça c'est sûr. Il y a une espèce d'effet un petit peu, un peu plus tard, quoi. Bon. Allez, on continue de noter. Contrairement aux autres... Point, oui. Contrairement aux autres arts, l'objet de la politique n'est pas clairement défini. L'objet de la politique n'est pas clairement défini, déterminé. Point. L'homme politique est en charge de la cité. L'homme politique est en charge de la cité. Point. Il en résulte qu'il doit
bien gérer ou bien gouverner. Il en résulte qu'il doit bien gouverner la cité. Il en résulte qu'il doit bien gouverner la cité. Point. De ce fait, l'homme politique doit être avant tout vertueux. L'homme politique doit être avant tout vertueux. 2 points. Il doit être avant tout vertueux. 2 points. Il doit vouloir le bien de la cité. Il doit vouloir le bien de la cité. On comprend bien que si c'est pas le cas, il n'est pas très légitime. Le mec qui se présente, il dit non, ce que je veux, c'est le mal de la cité. Oui. Mais du coup, c'est au contraire à Logique, qui dit il faut plus lui-même et pas la cité. Ah oui, c'est complètement contraire. Ouais. Nozick, Nozick, c'est difficile quand même de le prendre au sérieux sur ces questions politiques. Enfin, honnêtement, c'est une pensée qui est amusante, qui peut être séduisante, mais qui est quand même assez délirante. Il y a beaucoup de faiblesses dans la pensée de Nozick. Alors, il y en a aussi beaucoup dans la pensée de Platon, c'est sûr, mais c'est pas du même ordre. Enfin, l'histoire de l'impôt chez Nozick, c'est une histoire à dormir debout. C'est n'importe quoi de dire que le travail c'est la même chose que le revenu, que la liberté c'est la même chose que le revenu. Bon, ça marche pas trop, ça. Ouais, c'est une espèce d'arrangement pour défendre de l'idéologie. C'est un idéologue, Nozick. Bon, Platon aussi, peut-être. Il ne faut pas penser que Nozick c'est quelqu'un qui soit complètement idéologique. C'est un néolibéral idéologue. Oui, on s'est arrêté où là? Il doit vouloir le bien de Ah, il doit vouloir le bien de la cité. Et comment? S'il ne le veut pas, c'est mal engagé. Point. Alors, or, la connaissance du bien. Or, la connaissance du bien suppose, selon Platon, d'accéder à l'idée du bien elle-même. D'accéder à l'idée du bien, l'idée du bien elle-même. Point. Cette idée, virgule, réelle, virgule, cette idée réelle, donc, a une existence métaphysique. A une existence métaphysique. Qui ne se manifeste que dans le monde intelligible. Qui ne se manifeste que dans le monde intelligible. Qui ne se manifeste que dans le monde intelligible. Ok. Point. La connaissance du bien ne s'acquiert donc que par la spéculation ainsi que la
contemplation, virgule, par la spéculation ainsi que par la contemplation, virgule, qui sont toutes deux les activités principales du philosophe. Qui sont toutes deux les activités principales du philosophe. Voilà. On comprend donc que c'est le philosophe qui est légitime en vue d'exercer le pouvoir politique. On comprend donc que c'est le philosophe qui est légitime en vue d'exercer le pouvoir politique. Point. Le pouvoir politique. Point. Contrairement aux sophistes, il est perpétuellement à la recherche de la vertu. Contrairement aux sophistes, il est dans le philosophe, perpétuellement à la recherche de la vertu. Point. Le philosophe ne dispose pas d'un prêt-à-penser politique. Le philosophe ne dispose pas d'un prêt-à-penser politique, donc prêt-à-penser. Prêt, c'est P-R-E accent circonflexe T. Prêt-à-penser politique. Virgule. La seule chose qu'il sait, virgule, c'est qu'il ne sait rien. Petite référence à l'apologie de Socrate. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Deux points. Ainsi, il n'est jamais rassasié de savoir. Ainsi, il n'est jamais rassasié de savoir. R-A-2-S-A-S-I-E accent aigu. Voilà, nous avons fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Je crois que nous allons raisonnablement nous arrêter ici. Le cours sera ce soir sur YouTube. Là, je n'arrive pas à rentrer le cahier de texte, mais ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Oui. J'ai envoyé à tous les élèves et parents d'élèves, mais de toute façon, vous demandez à vos camarades, il y a un lien YouTube.